nous sommes en direct de Quincy sous Sénart pour notre 28e émission. Hein, c'est joli, à chaque fois je dis ça, mais bon, je suis toujours ému. Et bien sûr, je tiens avant tout à remercier profondément les laboratoires Bibrone qui nous soutiennent depuis de nombreuses années dans le développement de ce type de formation. Et donc, ce soutien sans faille, voilà, il faut le dire. Donc, merci à Braun. Et nous allons passer aujourd'hui en revue un certain nombre de sujets un peu inhabituels pour nous. Ce pas les sujets qu'on a l'habitude de traiter, mais ce pas les sujets qu'on ne fait pas non plus. Donc voilà, on s'est dit, on va faire un petit focus. Alors je commence les jeux de mots. Hein. On va faire un petit focus autour du POCUS. Qu'est-ce que c'est le POCUS? Parce que cette question, tout le monde me la pose régulièrement. Point of care, ultrasonde. Voilà. Donc POCUS, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire toutes les méthodes qui vont nous aider dans notre vie professionnelle avec l'échographie. Donc là, on a décidé de centrer ça sur ce qu'on nous on fait, parce qu'on ne va pas parler de ce qu'on ne sait pas faire, hein, vous êtes d'accord? Voilà. Donc vous avez vu, c'est plus le vieux là qui parle, là, c'est les jeunes, hein, parce que c'est tellement advanced que moi je suis un peu largué là. Mais bon, je vais leur donner la parole. Donc je suis entouré de mes jeunes associés, Nabil Zanoun, Olivier Maupin, à ma gauche Davy Huyn, et puis le dernier rentré, hein, Thomas Giral. Clara, elle aimerait bien, mais c'est pas pour tout de suite. Clara Delplanque, peut-être. Voilà. De la Jarre qui nous fait toujours le plaisir de venir nous voir et de faire ces petites minutes qui me détendent toujours. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence par un sujet. Alors là, par contre, qui est directement en rapport avec l'ALR, c'est-à-dire l'étude du diaphragme. Et puis donc l'arrivée d'une dyspnée après une anesthésie, hein, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Le bloc du nerf phrénique est un effet indésirable très fréquent après une anesthésie loco-régionale du plexus brachial. Dans cette présentation, on va faire un focus sur l'évaluation du diaphragme par l'échographie. Alors le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration qui sépare le thorax de l'abdomen. À l'inspiration, il va s'épaissir, il va se contracter et il va effectuer un mouvement caudal. Il existe plusieurs mesures qui ont été validées pour évaluer le diaphragme par échographie, et notamment pour objectiver la dysfonction du diaphragme. Alors il y a tout d'abord l'excursion diaphragmatique qui correspond à la mesure de l'amplitude de la course diaphragmatique, donc par voie échographique. Alors on parle de dysfonction si l'excursion du diaphragme est inférieure à 10 mm en ventilation calme. En ventilation forcée, c'est lorsque cette excursion est inférieure à 25 mm. Il y a une deuxième mesure qui est validée pour évaluer la dysfonction du diaphragme. Il s'agit de la fraction d'épaississement du diaphragme. Cette mesure permet de s'affranchir de l'angle d'insonation de la sonde d'échographie. Cette fraction d'épaississement, c'est la différence de l'épaisseur entre l'inspiration et l'expiration du diaphragme divisée par l'épaisseur à la fin de l'expiration. La normale, c'est entre 20 et 50%, et on parle de dysfonction quand la fraction d'épaississement est inférieure à 20%. Comment on mesure une excursion diaphragmatique? Il faut prendre une sonde convexe basse fréquence que l'on va positionner sur la ligne médio-claviculaire sous le grille costal. Le but, c'est de voir le diaphragme à travers une fenêtre acoustique qui est celle du foie. Du côté gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut latéraliser la sonde un petit peu plus sur la ligne axillaire moyenne pour se servir de la fenêtre acoustique de la rate, mais c'est plus difficile à trouver et il y a un taux d'échec plus important. De la superficie à la profondeur, on a la masse du foie. Ensuite, on a une ligne hyperéchogène qui est le diaphragme. Et en dessous, on a le poumon et le cœur. Un petit film pour vous montrer donc cette course diaphragmatique. Donc on voit la ligne hyperéchogène qui fluctue, donc qui se rapproche de la sonde en inspiration et qui s'en éloigne en expiration. Et donc à partir de là, grâce à un tir TM qu'on place le plus perpendiculairement possible à la ligne diaphragmatique, on va pouvoir mesurer la course du diaphragme. Et donc là, on peut constater qu'elle fait quelques centimètres et donc il n'y a pas de dysfonction diaphragmatique. Donc la deuxième mesure, c'est la mesure de la fraction d'épaississement du diaphragme. En fait, au niveau anatomique, on se situe dans ce qu'on appelle la zone d'apposition du diaphragme, c'est la zone de fixation du diaphragme sur la cage thoracique.
C'est une zone où le diaphragme est très proche de la surface et donc on va pouvoir mesurer son épaisseur. Au niveau échographique, donc on va placer la sonde, on regarde du 7e ou du 8e espace intercostal dans la ligne axillaire moyenne. Donc vu qu'on est peu profond, on va utiliser une sonde linéaire haute fréquence. Et donc on va rechercher une image qu'on appelle une image de transition. Alors ici, la gauche de l'écran, c'est le haut du patient, la droite de l'écran, donc c'est le bas du patient. On recherche une image où il y a la fin de la ligne pleurale diaphragmatique et le début du diaphragme. Donc ici, alors de la superficie à la profondeur, on a le muscle oblique externe, on a les muscles intercostaux, et on a la ligne pleurale avec le poumon du côté gauche qui va devenir du côté droit de l'image l'image du diaphragme. Donc on voit le muscle qui est hypoéchogène bordé de la ligne pleurale en superficie et de la ligne péritonéale en profondeur. Et c'est à ce niveau-là qu'on va effectuer la mesure de l'épaisseur du diaphragme. Alors, une petite vidéo où l'on voit les mouvements respiratoires et donc la zone de transition qui se déplace. Et avec un tir TM, on va pouvoir mesurer l'épaisseur de ce diaphragme à l'inspiration et l'expiration. Et donc ces mesures vont nous permettre d'évaluer la fraction d'épaississement. Au total, l'échographie diaphragmatique est pertinente à réaliser en anesthésie. Donc d'une part, elle est facile, elle est reproductible, elle est validée par les littératures et elle permet d'objectiver donc une dysfonction diaphragmatique. Après une anesthésie loco-régionale du plexus brachial. Il y a d'autres champs d'investigation en anesthésie. Il existe des paralysies diaphragmatiques qui sont liées directement à la chirurgie, ou par exemple en chirurgie cardio-thoracique ou en chirurgie sus-mésocolique lourde. Et certaines études montrent qu'une altération de la fonction diaphragmatique va être corrélée aux complications respiratoires post-opératoires. Nous allons effectuer la mesure de la fonction diaphragmatique par échographie chez ce monsieur de 34 ans qui aujourd'hui va être opéré d'une acromioplastie. Alors on va réaliser un bis à visée analgésique pour effectuer cette chirurgie, puis nous effectuerons une anesthésie générale. Avant de réaliser le bloc interscalénique, nous allons évaluer donc la fonction diaphragmatique, on va évaluer l'excursion diaphragmatique et dans un second temps, on va évaluer l'épaississement du diaphragme. Pour la mesure de l'excursion diaphragmatique, j'utilise une sonde convexe basse fréquence que je place sur la ligne médio-claviculaire sous le grésil costal en donnant une inclinaison céphalique. Je cherche à mettre en évidence la ligne diaphragmatique. On va s'orienter. Le côté latéral du patient est sur la gauche de l'écran, le côté médial du patient est sur la droite de l'écran. Donc de la superficie vers la profondeur, nous pouvons voir la masse hépatique, homogène et plutôt hypoéchogène. Ensuite, une ligne hyperéchogène à environ 17 ou 18 cm de profondeur, qui est le diaphragme, puis plus en profondeur, c'est le poumon. J'effectue un tir TM, donc le plus perpendiculairement possible du diaphragme. Le patient respire normalement et donc nous pouvons voir une sinusoïde qui correspond au mouvement du diaphragme. Donc à l'inspiration, le diaphragme se rapproche de la sonde et à l'expiration, il s'en éloigne. Grâce à cette courbe, nous allons pouvoir mesurer l'excursion diaphragmatique. Donc j'ai gelé la courbe et je vais effectuer la mesure de l'excursion ou de l'amplitude diaphragmatique. La flèche se situe à la fin de l'inspiration et le second point correspond à la fin de l'expiration. Donc nous avons une courbe diaphragmatique qui est de 1,57 cm. Il n'y a pas de paralysie ou de dysfonction diaphragmatique. Ensuite, nous allons procéder à la mesure de l'épaississement diaphragmatique. Alors je pose ma sonde, qui est une sonde linéaire haute fréquence, dans le médio-axillaire. Donc pour nous orienter, je rappelle que le côté céphalique est à la gauche de l'écran et la partie caudale du patient à droite de l'écran. Donc dans le creux axillaire, nous pouvons voir de la superficie vers la profondeur, tissu sous-cutané, puis le muscle dentelé antérieur, ensuite troisième et la quatrième côte. Entre ces deux reliefs, les muscles intercostaux, et puis nous pouvons voir une ligne hyperéchogène qui est la plèvre, la ligne pleurale. Alors je vais effectuer une translation de la sonde du côté caudal à la recherche de la zone de transition entre le poumon et le diaphragme. Je vais tourner ma sonde
pour me mettre parallèle aux côtes. Donc ma sonde est parallèle aux côtes, approximativement entre la 7e et la 8e ou entre la 8e et la 9e côte. On peut voir toujours cette zone de transition. Donc à gauche de l'image, on voit la ligne pleurale qui est oscillante avec la respiration du patient. À droite de l'écran, nous pouvons voir le diaphragme. Si je demande au patient de respirer fort, on va voir les mouvements qui vont s'accentuer. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez respirer plus fort? Voilà. Merci. Je positionne ma ligne de tir TM juste à la limite du diaphragme et de la ligne pleurale. Et je constate l'épaississement du diaphragme à l'inspiration, qui correspond à la contraction du diaphragme à l'inspiration. Je vais effectuer la mesure de cet épaississement. Donc j'effectue la mesure à l'inspiration, à l'expiration de l'épaisseur du diaphragme. La première mesure correspond à l'épaisseur du diaphragme à la fin de l'inspiration. La seconde mesure correspond à l'épaisseur du diaphragme à l'expiration. Donc on a une valeur de 2 mm pour l'inspiration et de 1,5 mm pour l'expiration. Nous sommes 2 heures après la chirurgie. Nous allons rechercher l'effet du bloc interscalénique sur le diaphragme. On constate sur l'échographie bidimensionnelle que le mouvement diaphragmatique s'est effacé. Donc on va effectuer un tir TM pour objectiver l'absence de mouvement du diaphragme. On objective ici, sous la flèche, la ligne diaphragmatique. On constate qu'elle est plate, il n'y a pas d'oscillation à la respiration. Et donc on peut en conclure qu'il existe une paralysie diaphragmatique. J'ai repositionné ma sonde linéaire sur la ligne axillaire moyenne entre le 7e et le 8e espace intercostal, entre deux côtes, qui n'a pas d'augmentation de la taille du diaphragme avec l'inspiration du patient. En mode TM, après inspiration profonde du patient, on ne retrouve pas d'épaississement du diaphragme, ce qui montre qu'il existe bien une paralysie diaphragmatique après le bloc interscalénique qui a été réalisé tout à l'heure. Bien, bah écoutez, on vient de voir un superbe film qui montre bien en tout cas ce que peut faire l'interscalénique. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais maintenant, si vous avez un doute, en tout cas en salle de réveil, il est clair que faut pas hésiter à faire ce petit examen. Nous allons faire, voilà, on vient de faire un supraclaviculaire et puis pchit, gros doute sur un pneumo. Alors c'est moi qui l'ai fait parce que si c'est eux, ils vont pas être d'accord. Donc. Et Nabil Zanoun va nous expliquer grâce à l'écho comment on fait pour retirer ce doute. Voilà. À toi la parole. Merci Luc. Du coup, l'idée principale de Stopo, c'est vraiment de se concentrer sur l'échographie pleuropulmonaire. Elle a de multiples intérêts, d'accord. Et nous, on va vraiment volontairement se focaliser sur le pneumothorax parce que si on s'intéressait à tous ces intérêts, on en aurait vraiment pour plusieurs heures de discussion. Donc là, qu'est-ce que va m'apporter l'échographie dans le cadre de la recherche de l'élimination d'un pneumothorax? L'échographie pleurale, elle va m'apporter plusieurs choses. Premièrement, elle est peu exigeante en termes de matériel, on va comprendre pourquoi. La sémiologie, elle est assez simple. Il suffit simplement de diviser le thorax en plusieurs cadrans et en fait apprendre une sémiologie tout à fait basique. Et à partir de là, on va pouvoir avoir de superbes informations. Et enfin, c'est un examen qui est à la fois extrêmement rapide et extrêmement précis en termes de diagnostic. C'est peu exigeant en termes de matériel pour une simple raison. C'est que vous allez le voir, elle va se concentrer sur l'analyse d'artefacts qui n'existaient pas à la radiographie. À la radiographie de thorax, qui était l'examen jusque-là le plus important et le plus utilisé pour le diagnostic de pneumothorax, et ben en fait, on constate largement dans la littérature que l'échographie pleuropulmonaire, elle fait vraiment beaucoup mieux que la radio de thorax, que ce soit sur le diagnostic du pneumothorax, l'élimination du pneumothorax et dans bien d'autres situations. Donc c'est vraiment un intérêt majeur qui vient supplanter la radio de thorax. Diapo suivante. L'idée de l'échographie pulmonaire, c'est vraiment une idée parfaitement lumineuse. Parce que quand on s'intéresse à l'échographie, et ce qu'on nous apprend vraiment depuis toujours, c'est que l'air conduit extrêmement mal les ultrasons. Et étant donné que ça conduit extrêmement mal les ultrasons, toute analyse d'image où on aura de l'air, elle va être compliquée. Et en fait, l'idée lumineuse, ça a été de dire, certes, je vais avoir des artefacts qui sont liés à l'air dans la cavité thoracique, et peut-être bien que je vais pouvoir analyser ces artefacts. Comment je vais faire? Eh ben en fait, à partir de là, on a eu
des descriptions d'images tout à fait jolies, tout à fait originales, des images en queue de comète, des signes de la stratosphère, des signes du bord de mer, plein d'images assez jolies pour vraiment se rendre compte de ce qu'on voit à travers la plèvre et donc se rendre compte de ce qui se passe derrière cet espace le plus souvent gazeux. Quand on s'intéresse au pneumothorax, les recommandations maintenant sur l'échographie pleuropulmonaire internationale, elles permettent vraiment d'éliminer très précisément le pneumothorax. Pour éliminer un pneumothorax, c'est simple. Je vais d'abord rechercher un premier signe qui est le glissement pleural. Est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est absent? Les lignes B, est-ce qu'elles sont présentes, est-ce qu'elles sont absentes? Est-ce qu'on a un point pulmonaire? Et enfin, un point poumon? Et enfin, est-ce qu'on a un pouls pleural? Et en fonction de ces réponses à ces questions-là, on va pouvoir déterminer est-ce que j'ai un pneumothorax, l'affirmer avec certitude, ou au contraire l'éliminer avec certitude. Et c'est vraiment de l'intérêt majeur, c'est-à-dire que c'est des diagnostics qui sont certains grâce à l'échographie pleuropulmonaire. Alors, pour le glissement pleural, je vais vous montrer un petit peu une image d'échographie pleurale tout à fait normale. Donc j'ai mon modèle là, et j'ai la partie antérieure, la partie latérale et éventuellement la partie postérieure. Là, je vais me concentrer volontairement sur la partie antérieure pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on a un pneumothorax chez un patient debout, la première chose que va faire l'air, c'est va avoir tendance à monter. Et donc du coup, la partie antéro-supérieure, c'est celle où on va plus facilement faire le diagnostic. Donc là, en l'occurrence, je pose ma sonde, je peux la positionner en position parasagittale, je pourrais aussi bien le faire en position transversale. L'intérêt de la position parasagittale, c'est que je vais pouvoir voir éventuellement un champ un petit peu plus large, avec notamment mes deux côtes. Une côte que je vais voir sur la gauche, d'accord, qui est la côte supérieure, et enfin une côte que je vais voir sur la droite, qui est la côte inférieure. Si je me mets en position transversale, l'intérêt, ça va être pour le coup de voir un seul espace intercostal, donc la plèvre à travers un seul espace intercostal, mais par contre dans un champ plus large, d'accord? Donc quand je vais explorer l'ensemble du poumon, si je veux l'explorer vraiment avec précision, je vais plutôt mettre ma sonde en transversale. Excuse-moi, tu verras un pneumothorax de grande abondance, de moyenne abondance, petite abondance, antérieure. En fait, en l'occurrence, si j'ai un pneumothorax de grande abondance, je vais le repérer extrêmement facilement. Si j'ai un pneumothorax de petite abondance, je vais pouvoir le repérer. Et en plus de ça, je vais pouvoir spécifiquement dire à quel endroit il est. Et c'est vraiment l'intérêt majeur de l'échographie. Et donc la première chose qu'on observe, c'est dans cette image, donc les côtes. Les côtes, donc ces deux images hypoéchogènes, à gauche et à droite de l'écran, avec une ligne blanche entre les deux. Une ligne blanche qui glisse, qui correspond en fait à la ligne pleurale. Ça demande beaucoup d'exercices pour... Non, c'est un examen qui est extrêmement facile à réaliser. À partir du moment où vous en réalisez quelques-uns, ça devient vraiment extrêmement simple. Donc la ligne pleurale, c'est la ligne que vous voyez ici et qu'on voit parfaitement glisser. Ce glissement pleural, il correspond au glissement de la plèvre viscérale sur la plèvre pariétale. Et donc c'est parfaitement physiologique de voir ce glissement-là. D'accord ? Si vous n'avez pas ce glissement-là, vous pouvez affirmer, en tout cas, si vous avez ce glissement-là, vous pouvez infirmer le diagnostic de pneumothorax. D'accord. D'accord ? Si tu l'as, est-ce que tu peux te dire presque à 100% que tu as un pneumothorax? Si tu vois pas Si j'ai un glissement, oui, je peux éliminer le pneumothorax. D'accord, j'ai compris. Si j'ai pas de glissement, ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des diagnostics alternatifs. Okay. D'accord. Donc, ce glissement pleural, d'accord, je l'ai. Je sais que je n'ai pas de pneumothorax. On va s'intéresser à autre chose dont on a parlé tout à l'heure, qui est le pouls pleural. Le pouls pleural, qu'est-ce que c'est? C'est la présence d'un petit glissement au moment où j'ai pas de mouvement ventilatoire. En l'occurrence, quand on a des mouvements ventilatoires, on voit cette plèvre qui glisse. Là, je vais demander à mon associé d'arrêter de respirer. Et là, on voit qu'on a un micro-glissement pleural. Je ne sais pas si vous voyez correctement. D'accord ? Et en fait, qui est en lien avec les battements du cœur. D'accord ? C'est un retentissement pulmonaire des battements cardiaques. Exactement. Tu vas respirer et là on revoit le glissement pleural qu'on avait tout à l'heure. D'accord. Ce pouls pleural, d'accord, c'est-à-dire ces petits glissements qui est lié au battement cardiaque, en fait c'est le signe d'un poumon qui est non ventilé. D'accord. Donc c'est le cas par exemple dans l'atelectasie, mais ça peut aussi avoir un intérêt dans le cadre de la chirurgie thoracique. Par exemple, si vous avez fait une exclusion pulmonaire et que vous voulez vérifier que votre poumon il est ventilé ou non. Tu peux nous le remontrer de nouveau avec la flèche parce que bien sûr. Là, on a un glissement pleural tout à fait normal. On arrête de respirer. Ah oui, en haut à droite là, on le voit bien. Et là, on voit ces tout petits mouvements de va-et-vient de la plèvre. D'accord. Parfait. On peut respirer. Voilà. Ça, c'est la situation physiologique
de plèvre. Je le disais, sur cette image, on a l'impression qu'on a du mal à distinguer deux choses, qui est la partie supérieure et la partie inférieure. Et ces deux images, on a l'impression qu'on a du mal à distinguer en fait les deux structures un peu différentes. Et en fait, justement, je le disais, c'est que le matériel ici qu'on a, il est extrêmement perfectionné. Et pour une fois, eh ben, en fait, le fait que notre matériel il soit extrêmement perfectionné, eh ben, en fait, c'est plutôt un désavantage. Parce qu'on l'a dit, on va analyser des artefacts. Et étant donné qu'on va analyser des artefacts, eh ben en fait, nos appareils modernes, ils ont plutôt une tendance à corriger ces artefacts par des calculs d'image, par des corrections. Et donc en fait, ils vont nous rendre une image qui est beaucoup moins brute. Et étant donné qu'elle est beaucoup moins brute, elle va être beaucoup moins précise que sur des appareils anciens. Et c'est aussi un des intérêts. C'est comme je le disais, c'est peu exigeant en termes des matériels parce qu'avec des machines très anciennes, on va avoir de très belles images. Et donc vraiment, un investissement fait permet d'avoir de bonnes choses. Eh bien, On va passer à la diapo suivante. Une petite diapo, bien sûr. Oui. Là, Juste une chose, c'est que je voudrais montrer une image un petit peu pathologique. Ça, c'est un glissement pleural normal. On va passer aussi. Ça, c'est l'image en mode TM qui vous permettra de distinguer le signe du bord de mer. Le signe du bord de mer qui est distingué en fait sur la ligne pleurale. Vous faites un tir TM, donc en temps-mesure, et qui vous permet sur la partie superficielle et la partie profonde d'avoir deux images complètement différentes. On peut avancer, Luc, parce que je sais que je suis un petit peu pris par le temps. Merci beaucoup encore. Et en fait, ça, c'est une situation pathologique justement où on a un pneumothorax. Luc. Voilà, donc on a sur l'image d'en haut en fait une plèvre qui ne glisse plus du tout, d'accord. Cette plèvre qui ne glisse plus du tout, elle va signer, d'accord, un aspect pathologique. Et en fait, quand on va faire justement un temps mesure, c'est-à-dire un tir TM sur cette ligne pleurale, on observe qu'en fait cette ligne pleurale qui est à 3 cm, en fait on a plus de distinction entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. On a l'impression qu'on a une image qui est parfaitement stable, c'est-à-dire qu'elle est identique au-dessus et en dessous. Et ça, c'est ce fameux signe qu'on appelle le signe de la stratosphère, d'accord, ou le signe du code barre, d'accord. Et cette image-là, d'accord, c'est une image pathologique de disparition du glissement pleural. Donc on va parler d'échographie vésicale, plus précisément d'échographie pour estimer le volume vésical. J'aurais pu résumer mon diaporama avec une seule image, c'est le scanner vésical. Le scanner vésical, qu'est-ce que c'est? C'est communément appelé le bladder scanner. C'est des petits modules compacts dédiés à la mesure du volume vésical. Ça associe à la fois des sondes 3D permettant une acquisition 2D multiplans et également une planimétrie automatisée. Et donc, avec ces appareils, vous avez un volume vésical retrouvé en 3 dimensions. Le petit problème de ces petits bijoux de technologie, c'est évidemment le coût. Ça oscille entre 5 à 10 000 euros. Mais à côté de ce coût, vous avez un véritable service rendu. Notamment, vous allez économiser du temps médical puisque ces outils peuvent être utilisés par les infirmières. Et évidemment, sur le plan médical, vous allez réduire considérablement les sondages vésicaux inutiles. Si vous n'avez pas convaincu la direction d'acheter ces appareils, vous allez pouvoir vous débrouiller par vous-même. Pour cela, vous devez utiliser une sonde d'échographie abdominale, donc des sondes profondes, réaliser 2 types de coupes, une coupe transversale et une coupe sagittale. Pour la coupe transversale, vous l'avez sur la gauche, vous devez positionner votre sonde oblique en bas et vers les pieds. Vous allez donc obtenir une image qui va être carrée. Vous essayez d'obtenir le plus grand diamètre de votre vessie. Et à partir de cette image, vous allez réaliser 2 mesures. La première, c'est le diamètre transverse, symbolisé par la flèche rouge. Et la deuxième, c'est le diamètre antéro-postérieur, symbolisé par la ligne bleue. Après avoir fait cette première coupe, vous allez appliquer une rotation à 90 degrés de votre sonde d'échographie, obtenir une image sagittale, comme celle-ci. Et à partir de cette image, vous allez pouvoir mesurer la hauteur de votre vessie, symbolisée par la flèche jaune. Sur cette coupe, vous allez pouvoir également recontrôler votre diamètre antéro-postérieur. À partir de ces images, vous allez obtenir le volume, simplement en faisant le produit en centimètres de la largeur, du diamètre et de la hauteur. Vous allez obtenir un volume en millilitres. Vous devez néanmoins le pondérer par un coefficient correctif. Ce coefficient varie dans la littérature entre 0,5 et 1, selon que vous considérez votre vessie comme un prisme triangulaire, une ellipse, une sphère ou un cube.
Probablement que la vessie est un petit peu tout ça à la fois. Ça dépend essentiellement, à mon sens, du volume de remplissage. Au début, c'est probablement un prisme triangulaire. À mi-remplissage, ce sera une ellipse. Et quand votre vessie sera vraiment très pleine, elle sera de forme sphérique, ces fameux globes vésicales. Un auteur s'est intéressé en 1998 à évaluer le meilleur coefficient correctif. Donc c'est une étude qui a 20 ans. Ce coefficient, il l'a retrouvé à 0,72. Il a utilisé une méthode de régression linéaire, permettant ainsi d'avoir des résultats concordants, une corrélation suffisante, mais avec, on le voit ici, une moyenne d'erreur à 17%. Alors, la littérature retrouve une bonne corrélation entre la mesure échographique en 2D et le sondage vésical. Le sondage vésical est la technique de référence. Malgré tout, il ne faut pas se leurrer. Sur les études les plus récentes, la mesure 3D l'emportera toujours sur la mesure 2D, tout simplement parce que la mesure 3D est une mesure en direct, en live. Elle s'affranchit de la forme de la vessie, tandis que la mesure 2D est basée sur une formule géométrique, donc elle est assez fixe et rigide. Malgré tout, la mesure 2D restera toujours supérieure à l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a obtenu la valeur? Un petit rappel de physiologie urinaire. Je vous rappelle que l'envie d'uriner apparaît aux environs de 150 ml. Vous avez vraiment une sensation de plénitude à 300, sur une capacité vésicale estimée entre 300 et 500 ml. Et lorsque vous avez le besoin douloureux, vous êtes à peu près à 600 ml. J'ai repris les recommandations de l'AFU, l'Association française d'urologie, qui date de 2013. Il sépare simplement les patients à risque et les patients non à risque en périopératoire. Les patients qui sont à risque faible peuvent sortir sans miction. Les patients qui sont à risque élevé, une miction est exigée avant la sortie. Ils incluent dans ces groupes à risque 3 catégories en fonction des risques liés à l'anesthésie, liés à la chirurgie et liés aux antécédents. Pour ce qui est de l'anesthésie, c'est essentiellement l'anesthésie neuraxiale en utilisant des produits de longue durée, la ropivacaïne ou la bupivacaïne. Pour ce qui est des facteurs de risque liés à la chirurgie, c'est surtout la chirurgie pelvienne, les cures de hernie inguinale, surtout par voie directe par rapport à la cystoscopie, la chirurgie rectale essentiellement représentée par les cures hémorroïdaires, et la chirurgie urologique avec les RTUP, et surtout les cures d'incontinence avec la pose de bandelettes urinaires. Le troisième facteur, c'est évidemment les antécédents personnels du patient, essentiellement les antécédents obstructifs prostatiques, mais également toutes les pathologies médulaires. Lorsque votre patient a fait sa miction avant la sortie, vous devez, d'après ces recommandations de 2013, réaliser une échographie pour mesurer le résidu post-mictionnel. Si votre patient est à plus de 200 ml, il a le droit à un sondage vésical. Donc je vais vous présenter une méthode pour mesurer, pour estimer plutôt le volume du contenu vésical. Vous avez donc besoin d'une sonde d'échographie abdominale profonde. La première coupe à réaliser, c'est la coupe transversale. Placez votre sonde au-dessus de la région suspubienne avec une direction oblique en bas et en arrière. La première chose que vous allez voir chez ce patient qui a véritablement envie d'uriner, c'est un aspect plutôt carré de la vessie. Avec votre sonde, vous allez chercher à obtenir le plus grand diamètre en faisant incliner votre sonde, comme ceci. Et c'est chez ce sujet masculin, vous allez pouvoir voir en même temps la glande prostatique. Donc là, nous avons réussi à retrouver le plus grand diamètre. Vous allez figer votre image et réaliser les mesures. La première mesure, celle du diamètre transverse, comme ceci. Donc chez lui, on est à 8,28 cm. La deuxième mesure concerne le diamètre antéro-postérieur. « 7,39 cm. Donc on va imprimer une rotation à 80 degrés de votre sonde pour obtenir une image sagittale. On fige l'image encore une fois. Vous avez sur le côté gauche la loge prostatique. Vous réalisez la mesure de la hauteur de la vessie cette fois-ci. Et vous obtenez une hauteur vésicale de également 8,36 cm.
En faisant le produit de ces 3 mesures en centimètres, associé comme on l'avait vu avec un coefficient correctif à 0,112, nous trouvons donc un volume vésical estimé à 365 millilitres. Alors, donc moi je vais vous parler donc de l'échographie gastrique dans le cadre du Point of Care Ultrasound. Donc mon patient est-il à jeun? Avec comme corollaire, est-ce que je lui fais une anesthésie générale ou peut-être on envisagerait plutôt une anesthésie loco-régionale? Alors, d'abord, pourquoi c'est intéressant l'échographie gastrique? Eh ben, d'abord parce que l'inhalation, c'est une complication absolument redoutée par tous les anesthésistes. Et parfois, même malgré le fait qu'on respecte scrupuleusement les recommandations de jeûne préopératoire, on a une évaluation du risque d'inhalation qui est parfois très difficile. On a des situations cliniques extrêmement diverses et variées, l'urgence, le programmé. On a des patients avec des pathologies, des comorbidités qui peuvent entraver la vidange gastrique, le diabète, une pathologie neuromusculaire. On peut avoir des problèmes de compréhension. Il y a multiples exemples qui font que le patient n'est pas forcément à jeun et que le risque est difficile à évaluer. Et donc, il serait intéressant d'avoir un examen comme l'échographie, qui est très accessible, très facile, qu'on a maintenant tous dans nos blocs opératoires, pour évaluer peut-être le contenu gastrique. Et on va voir éventuellement comment on fait. Alors, déjà, quelle partie va nous intéresser au niveau de l'estomac? Il y a principalement 3 parties, le fundus, le corps de l'estomac ou l'antre gastrique. Ce qui va être le plus intéressant pour nous, c'est l'antre gastrique, puisque l'antre gastrique, c'est la partie la plus déclive de l'estomac. C'est assez superficiel, c'est accessible très facilement en échographie, c'est assez constant, c'est toujours un peu à la même place, et on va éviter d'avoir de l'air, puisque c'est déclive, le contenu va descendre vers le bas et chasser l'air, et donc on va avoir des images exploitables. Alors c'est assez simple, on place une sonde abdominale dans le plan sagittal ou parasagittal au niveau de l'épigastre, immédiatement sous l'appendice xiphoïde. Alors au niveau de la sonoanatomie, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir ce type d'image échographique avec donc du plan superficiel vers le plan profond, le tissu sous-cutané avec les muscles grand droit, le lobe gauche du foie, puis un petit peu plus en profondeur l'antre gastrique, sur la paroi postérieure de l'antre gastrique le pancréas, derrière encore les vaisseaux mésentériques, on peut avoir la veine mésentérique ou l'artère mésentérique supérieure, c'est les vaisseaux mésentériques supérieurs, et puis encore un petit peu plus en profondeur l'aorte abdominale. Encore un petit peu plus profond derrière l'aorte en postérieur, le rachis, bien évidemment. Alors, une fois qu'on sait faire cette échographie gastrique, on va pouvoir faire donc une évaluation qualitative. Déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet antre gastrique et qu'est-ce qu'il y a donc dans l'estomac. La première chose, notre estomac, notre antre gastrique peut être vide. On peut ne rien voir. Et à ce moment-là, on a une image d'antre gastrique qu'on voit ici avec un contour hypoéchogène qui est en fait une partie donc est la musculaire de l'estomac, une des couches de l'estomac et qui donc présente une image de cocarde ou une image dite en œil de taureau. Ensuite, on peut avoir du contenu liquidien, et à ce moment-là, l'antre gastrique va se dilater. On va avoir une antre gastrique qui, en son sein, va présenter une plage complètement anéchogène, qui est donc le liquide qu'on voit au sein de l'antre gastrique. Et donc, cet aspect est appelé dans la littérature un aspect de ciel étoilé, avec des petites bullettes éventuellement qu'on voit passer, qu'on voit très bien sur ces images. Ensuite, on a cet aspect éventuel pour donc l'alimentation solide. On a 2 types de visuels échographiques sur l'alimentation solide. On a une phase précoce où on va avoir de l'air mélangé avec l'alimentation, ce qui va produire des artefacts au niveau de l'antre gastrique avec donc ces images en aspect de verre dépoli. On perd la paroi postérieure de l'antre gastrique, on voit plus ce qu'il y a derrière. Et donc là, on est devant un estomac plein avec de l'alimentation solide ou un stade précoce. Puis on va avoir un stade tardif, l'alimentation qui aura été mixée par le péristaltisme gastrique, et donc une image un petit peu d'échogénéicité un peu variable, mais on aura chassé l'air et on retrouve la paroi gastrique postérieure avec du coup les vaisseaux mésentériques et l'aorte abdominale. Après cette évaluation
qualitative, on peut éventuellement faire une évaluation semi-quantitative, avoir une idée de ce qui se passe au niveau du volume du contenu gastrique. Et pour ça, on va positionner notre patient dans 2 positions. D'abord en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral droit. Quand on va positionner notre patient en décubitus latéral droit, le contenu de l'estomac va avoir tendance à se loger dans l'antre gastrique et dilater cet antre gastrique et potentialiser notre examen, notre visualisation de l'antre gastrique. Et donc, M. Perlas, en 2011, il a décrit des grades de Perlas, qui est donc une évaluation semi-quantitative de ce qui se passe dans l'estomac. Donc, évaluation dans 2 positions, décubitus dorsal, décubitus latéral droit. Quand on est en grade 0, l'antre est vide dans les 2 cas. Quand on est en grade 2, l'antre, on a du liquide dans les 2 positions. Donc là, on est sûr qu'il y a un volume qui commence à être assez conséquent, c'est-à-dire supérieur à 100 ml dans 75% des cas. Et quand on est en grade 1, on est dans un stade un petit peu intermédiaire où l'antre est vide en décubitus dorsal, mais on voit du liquide en décubitus latéral droit en potentialisant notre examen. Et à ce moment-là, on a donc du liquide, mais en quantité un petit peu inférieure. On peut également faire une évaluation quantitative de ce qui se passe dans l'estomac. Et donc, il y a eu publication de multiples modèles mathématiques à partir de la mesure de l'aire de section antrale pour prédire ce qui se passe donc, dans l'estomac. Là, je vous présente le modèle qui est le plus utilisé dans la littérature, celui de Perlas également, qui prend en compte l'aire de section antrale et l'âge. Et à partir de là, on arrive à avoir un volume gastrique, un volume de contenu gastrique. Quand on prend tous ces paramètres, on va pouvoir définir une sorte d'algorithme pour savoir un petit peu si notre patient il est à jeun ou pas à jeun. Donc on commence par l'évaluation qualitative. Si notre estomac est vide dans les 2 positions, en décubitus dorsal et en décubitus latéral droit, bon bah là on est tranquille, le risque est extrêmement faible, notre patient il est parfaitement à jeun, il n'y a rien dans l'estomac. A contrario, quand on a de l'alimentation solide, dans une des 2 positions, pareil, l'affaire est jouée, on a de l'alimentation solide, le risque est élevé, il y a un risque d'inhalation. Par contre, quand on a du liquide, c'est là qu'on va être un petit peu plus fin, et donc on va faire une mesure de la section antrale. Et on va définir avec la quantification combien on a de volume gastrique, supérieur ou inférieur à 1,5 ml/kg, qui définit un petit peu le risque, le seuil de risque dans les littératures. Alors est-ce qu'il faut, après, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut faire ça pour tous les patients? Probablement que non. C'est comme tous les tests diagnostiques, la meilleure rentabilité là pour ce test, c'est quand on ne sait pas si notre patient est estomac plein ou estomac vide. Je vous donne un exemple rapide. Vous avez une appendicite, un jeune patient, ASA 1, qui va très bien, qui a une appendicite, mais qui n'a jamais vomi, qui n'a pas vraiment de douleur, mais il faut quand même l'opérer. Ça fait 24 heures qu'il est à jeun. Vous faites une séquence rapide, une séquence standard. Bon, bah, probablement que là, l'écho gastrique a un intérêt pour vous aider à répondre. Alors, quand on est devant un estomac plein avec l'échographie gastrique, finalement, on a éventuellement plusieurs choix. Ce n'est pas bien défini encore, hein. C'est juste, il n'y a pas encore de recommandation dans la littérature, mais on a le choix d'attendre, on a le choix d'annuler ou de reporter l'intervention, on a le choix de vider l'estomac avec une sonde gastrique avant l'induction. On peut avoir le recours à une séquence rapide, adapter l'induction anesthésique, mais on peut aussi, et là c'est dans notre cas que c'était intéressant pour le POCUS sur l'ALR, privilégier l'ALR anesthésique. Alors nous allons voir comment évaluer le contenu gastrique à l'aide de l'échographie. C'est un outil intéressant pour évaluer à la fois ce qu'il peut y avoir dans l'estomac et la quantité du contenu gastrique. Alors déjà, comment on réalise une échographie gastrique? On va commencer pour ça avec donc, notre gentil volontaire sain désigné d'office en décubitus dorsal strict. On se place dans le plan sagittal. Et donc là, on a de la chance, on tombe directement dessus, on tombe directement sur l'antre gastrique. Là, on a une image qui est tout à fait satisfaisante pour évaluer l'antre gastrique en décubitus dorsal. On voit sur la partie superficielle le tissu sous-cutané, les muscles grand droit, le lobe gauche du foie, puis en dessous le lobe gauche du foie, sous le postérieur au lobe gauche du foie, l'antre gastrique qui nous intéresse, qui fait une image un petit peu de cocarde avec cet aspect assez typique de contour hypoéchogène, qui est une des couches de la musculaire gastrique. En dessous, on a les gros vaisseaux mésentériques, la veine, je vais essayer de vous montrer la veine et l'artère, voilà, l'artère mésentérique supérieure,
la veine mésentérique supérieure et encore un petit peu plus profondément en postérieur, l'aorte, puis le rachis. Donc là, on a de très belles images pour évaluer l'antre gastrique qui, ici, apparaît complètement vide. On voit que la forme de l'antre gastrique est assez ovale, plutôt aplatie. Les muqueuses se touchent, sont collées, et on ne voit pas de contenu à l'intérieur de l'antre gastrique. Donc là, on est à la bonne place pour évaluer l'antre gastrique. Parfois, ce n'est pas aussi simple de trouver l'antre gastrique. On a des fois besoin de bouger la sonde latéralement. Alors si on se déplace vers la gauche, on a plutôt tendance à se diriger, donc on se dirige vers le corps de l'estomac. On voit ici, il y a un petit peu d'air. Hein. Voilà, donc ce n'est pas forcément une très bonne zone pour évaluer le contenu gastrique. Souvent, il y a de l'air. Et donc on voit bien que là, les ultrations sont gênées par la présence de cet air intragastrique. Je me redirige vers la partie médiane. Et donc là, on retrouve notre antre gastrique, hein, l'image de tout à l'heure, avec les vaisseaux mésentériques, le pancréas également en arrière de l'antre gastrique. Si je me dirige vers la droite, on va un petit peu plus loin dans l'estomac, encore un petit peu plus loin, et là on tombe sur le pylore. On voit disparaître hein, l'antre gastrique pour arriver ensuite vers le duodénum. Je me remets hop, au bon endroit. Voilà. Ici, on est à un endroit parfait donc, pour évaluer l'antre gastrique. Maintenant qu'on s'est réalisé une écho gastrique, on va pouvoir faire une évaluation semi-quantitative hein, d'évaluation du contenu gastrique. Et pour faire ça, il faut mettre le patient dans deux positions différentes. Donc la première en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral droit. On a positionné notre gentil volontaire sain en décubitus latéral, et ce qu'on voit, c'est que donc effectivement, il y a un petit peu de liquide qu'on ne voyait pas en décubitus dorsal qui est apparu dans l'antre gastrique. Notre gentil volontaire sain est à jeun, il est venu à jeun à l'hôpital, c'est sympa. Et probablement que ce que nous voyons là, c'est uniquement les sécrétions gastriques standards. Donc là, on est face à un patient qui est avec l'évaluation semi-quantitative en grade 1 de Perlas. Donc quand on est dans cette situation, avec du liquide à l'intérieur de l'estomac, on va pouvoir quantifier de manière un petit peu plus précise ce qu'il y a dans l'estomac. Et pour ça, je vais mesurer la surface antrale. Voilà, on va évaluer la surface antrale. Alors pour faire la surface antrale, on va entourer l'antre gastrique, mais en prenant l'intégralité de l'antre, c'est-à-dire de séreuse à séreuse. La surface antrale mesurée est d'environ 7,6 cm², ce qui correspond à peu près à 90 à 100 ml de liquide gastrique d'après les ABAC de Perlas. Je refais maintenant l'examen après avoir fait boire notre gentil volontaire. Et donc, on est en décubitus, de nouveau en décubitus dorsal, et là on voit qu'effectivement l'antre a changé d'aspect. On a toujours ce contour hypoéchogène, et à l'intérieur on voit du liquide donc anéchogène avec quelques bulles. Voilà, donc là on peut considérer qu'il y a du liquide en décubitus dorsal dans l'antre gastrique. Ce qui fait passer notre volontaire sain en grade 2 de Perlas. Nous sommes devant donc un cas grade 2 de Perlas. On a mesuré la surface centrale qui est de à peu près 20 cm², ce qui correspond à environ 300 ml de liquide. C'est à peu près ce qu'on a donné à notre volontaire. Et donc là, on considère qu'il est à risque d'inhalation et qu'il est estomac plein. On est supérieur à 1,5 ml/kg. Bon, notre volontaire, il a super faim, donc maintenant on va lui donner à manger. Hein, ok ? Alors maintenant qu'on a donné à manger à notre gentil cobaye, qui a pris ce qu'il fallait pour être bien, on réitère donc l'examen du contenu gastrique au niveau de l'antre. On est un petit peu à distance du repas. On positionne de nouveau donc la sonde dans le creux épigastrique et on repère de nouveau les structures anatomiques précédemment décrites. On voit donc le lobe gauche du foie, l'antre gastrique, facilement identifiable ici, les vaisseaux mésentériques supérieurs et l'aorte abdominale battante en profondeur. Si je me décale un petit peu sur la gauche, on va voir le corps gastrique, voilà, bien rempli, avec de l'alimentation solide.
Et si je me déplace plutôt vers la droite, on va voir progressivement disparaître l'antre gastrique. Voilà, là on est au niveau du pylore. Donc je vais me repositionner au bon endroit. On voit l'antre, on voit les vaisseaux mésentériques, on voit l'aorte. C'est le bon endroit pour évaluer donc l'antre gastrique. Ici on a donc du contenu solide, donc l'affaire est réglée. On considère notre patient comme étant estomac plein. Là c'est pour l'exemple. On a tourné notre cobaye de nouveau en décubitus latéral droit et on voit que donc, cette position potentialise encore la visualisation de l'antre gastrique en dilatant l'antre gastrique. Hein, le contenu gastrique a tendance à descendre vers l'antre gastrique en décubitus latéral droit. Là, il est inutile de mesurer la section de l'antre gastrique puisque nous avons du contenu solide à l'intérieur de l'estomac. Donc notre patient est considéré comme ayant un estomac plein et donc à risque d'inhalation lors de l'induction. Du coup, ce soir, avec l'AJAR, on a décidé de vous parler un petit peu de bibliographie, de l'échographie pleuropulmonaire en anesthésie-réanimation et des différents avantages que ça peut avoir dans toutes les situations cliniques qu'on peut être amené à rencontrer au quotidien. Alors déjà, l'étude Princeps en échographie pleuropulmonaire qui est publiée dans Chest en 2008 et qui définit ce qu'on appelle le Blue Protocol. Du coup, le principe du Blue Protocol, ça a déjà été un petit peu évoqué au début de cette vidéo, mais c'est de définir finalement quelques visualisations qu'on va avoir en échographie pulmonaire et à partir de ces visualisations, d'être capable d'obtenir rapidement, donc rapidement ça veut dire en quelques minutes, un diagnostic devant un patient qui présenterait une détresse respiratoire aiguë. Ces différentes visualisations, c'est d'une part les lignes A, les lignes B, donc le syndrome alvéolo-interstitiel, le point poumon pour le fameux pneumothorax, différentes condensations parenchymateuses et puis bien sûr l'épanchement pleural. Un autre protocole qui est aussi intéressant dans les situations d'anesthésie et de réanimation qu'on rencontre, c'est celui-ci, ça s'appelle le Falls Protocol. Globalement, l'idée, c'est devant un patient qui a une instabilité hémodynamique, c'est de savoir si finalement, est-ce que les cristalloïdes et le liquide que je lui injecte vont dans son secteur vasculaire ou au contraire vont plutôt dans son secteur interstitiel pulmonaire. Et donc, en faisant finalement une échographie et en visualisant ces lignes B, on peut se dire, bon, bah, je suis en train de créer du syndrome interstitiel pulmonaire, donc probablement le fluide que je suis en train de lui administrer ne va pas dans le secteur vasculaire et ce n'est pas probablement pas la solution à l'instabilité hémodynamique que mon patient présente actuellement. Ici, une étude observationnelle prospective qui inclut 78 patients qui sont en post-opératoire de chirurgie cardio-thoracique avec des patients qui, d'un côté, vont avoir un examen clinique et une radiographie de thorax et qui vont aussi bénéficier d'une échographie pleuropulmonaire. L'idée, ça va être de détecter l'incidence d'une part des atelectasies, du syndrome alvéolo-interstitiel, des pneumothorax et de l'épanchement pleural et de voir quelle est finalement la différence de sensibilité récoltée avec radio plus clinique ou échographie. Déjà, la première conclusion de cette étude, c'est que l'incidence des complications elle est assez importante puisqu'on atteint dans les deux cas près de 60% de complications pulmonaires. Donc on se dit que finalement c'est une bonne chose de vouloir les diagnostiquer. Et d'autre part, en termes de sensibilité, on augmente grandement la sensibilité, parfois même d'un facteur 10 d'un examen à un autre quand on utilise l'échographie par rapport à seulement la clinique et la radio. Alors bien sûr, la question que ça pose, c'est grande sensibilité. Est-ce qu'on ne détecte pas trop? Est-ce qu'on ne détecte pas des pathologies pulmonaires qui n'ont pas lieu d'être traitées et qui n'ont pas d'intérêt puisqu'elles n'auraient pas forcément d'incidence clinique? En tout cas, on voit que c'est là un outil très puissant qu'on a à notre disposition. Ici, une étude pour savoir finalement si, est-ce que quand on étudie le parenchyme pulmonaire en échographie de nos patients qui sont au réveil, est-ce que le fait de détecter des anomalies à l'échographie a une quelconque incidence sur la suite? Alors, ils ont inclus 109 patients, ils ont étudié un score de gravité d'échographie pulmonaire qui était notamment basé sur la présence de condensation intraparenchymateuse. Et ils ont montré que finalement, plus les patients présentaient un score de gravité d'échographie pulmonaire en salle de réveil, plus ils étaient susceptibles d'une part d'avoir un support ventilatoire important dans les suites de leur prise en charge, d'avoir des rapports P sur F qui étaient plus faibles que les autres, d'avoir un plus long séjour en USC ou en réanimation dans la suite de leur chirurgie, mais aussi plus d'épisodes de pneumopathie qui auraient nécessité la mise en place d'une antibiothérapie.
Enfin, on ne peut pas s'intéresser uniquement au parenchyme sans parler, comme ce qui a été évoqué dans la première partie, du diaphragme. Alors, donc le diaphragme qui peut être bien sûr touché par tout ce qu'on peut y faire et qu'on met souvent à rude épreuve en anesthésie et en réanimation, que ce soit par les séjours en ventilation protégée, en ventilation prolongée, en réanimation, ou que ce soit la chirurgie, que ce soit l'anesthésie loco-régionale qui peut toucher ce diaphragme. Là, c'est une étude, donc c'est une revue de la littérature qui est parue dans Intensive Care Medicine en 2017, qui présente 20 études, 875 patients au total, et qui montre donc à travers différentes techniques, donc celles qui vous ont été exposées, soit finalement l'étude de l'épaississement du diaphragme, soit l'étude de son mouvement, c'est-à-dire l'excursion, qu'en étudiant ça et en définissant les diaphragmes pathologiques, finalement ceux qui sont pathologiques, ils sont probablement plus à risque d'avoir des échecs de déventilation dans la suite. Et donc étudier ces diaphragmes en post-opératoire chez les patients qui présenteraient une détresse respiratoire, ça a un intérêt important pour l'extubation et la déventilation des patients. Donc voilà, j'espère qu'en étudiant un petit peu à la fois le parenchyme et le diaphragme, vous a donné une petite idée de tout l'intérêt que revêt l'échographie pleuropulmonaire. Merci Clara pour ce joli point de vue, d'autant plus que clairement c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que cet appareil d'écho, vous les jeunes, vous allez vous l'accaparer. Moi j'ai eu le plaisir de le découvrir, mais je vois bien qu'aujourd'hui tout le monde va se mettre à en faire dans tous les sens et dans toutes les pratiques. En tout cas, merci. Bien, écoutez, cette émission va bientôt se terminer.